Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Stanislas Baleke. Éducation, démocratie et développement. Une pédagogie pour aujourd'hui en Afrique, 2010. Alexandre Mopondi Bendeko Mbumbu. Approche socioculturelle de l'enseignement en Afrique subsaharienne, 2010. Léon Noah Manga, pratique des relations du travail au Cameroun, 2010. Fred Paulin ABESSOLOMEWONO. L'automobile au Gabon. 1930 à 1986, 2010. Bouopda Pierre Cam, les handicaps coloniaux de l'Afrique noire, 2010. Mustapha Naimi, l'Ouest saharien, continu et discontinu, 2010. Jean-Marc Essono Nguema, l'impossible alternance au pouvoir en Afrique centrale, 2010. Isiaka Prosper El Laleye, 20 questions sur la philosophie africaine, 2010. Jean-Emery EtoughefE, la restauration informelle en Afrique subsaharienne, 2010. Senyo WARABADAHDJI, Côte d'Ivoire, il faut sauver le soldat Feski, 2010. Pierre Cachadil BUKASAMUTEBA, le tribalisme. Analyse des faits et comportements en République démocratique du Congo, 2010. Mahmoud Ben Saïd, la transition préméditée, 2010. El Hadji Segagay, la précarité du travail au Sénégal. L'expérience des employés de la Socosim et des ICS, 2010. Esther TNTALLAH, guide pratique de lutte contre le paludisme, 2010. Ernest MENYOMO, Descartes et les Africains, 2010. Noël DOSSOUYOVO, et pourquoi l'Afrique refuserait-elle le développement, 2010. Mahamadou Issoufou TIADO, le Niger, une société en démolition, 2010. Gaston BEMBANDOUMBA, la folie dans la pensée Congo, 2010. Joséphine Zibi, l'ingénierie sociale du développement. À l'école de l'eau, 2010. Daniel DIBL accent aigu. Amadou Ampateba. L'espace initiatique, 2010. Adon GNANGUI, droit des déchets en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, 2010. À ceux qui ont fait de moi, ce que je suis devenu. Mon père Antoine Tsinga Ngamangoyi, décédé. Qui nous disait : honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. À ma mère Yvonne Levaka, Lemvouanja. Ma berceuse, mon souffle de vie. À tous les Leinda, ma progéniture, je leur dis aussi : honte à celui qui ne fait pas comme son père. Et bien entendu à leur mère Pélagie, ma très chère épouse. Remerciements. À Monsieur le professeur émérite Pierre Parlebas, de l'Université René Descartes Paris 5 La Sorbonne, messieurs les professeurs Bertrand During, Luc Collard et à tous mes collègues chercheurs des laboratoires Motricité Culture et Société, MCS, LEMTAS. Laboratoire d'études, des méthodes et techniques de l'analyse sociologique et le GEPCS. Groupe d'études pour l'Europe de la culture et la solidarité, de l'Université René Descartes Paris 5. Tous mes remerciements également à mes aînés Pascal Gamassa, Daniel Mboyi, Jacques Nzengue, Olivier Pambou, Ligas Gaspard Lingwala, Jean-Pierre Lindoubi, à mes amis et frères les familles Missier, Eloma Manzila, Lunganou, Bukumu, Kwadio Nguessan, Mukemaa, Bakienga, Mwanza, Tekese, Gama de Mayumba, Muyungu, Dikebaou et à toute la diaspora Nzebi en Europe pour son soutien. Préface. Le livre de Pascal Alain Leyinda emprunte une hypothèse défendue par Pierre Parlebas selon laquelle en imposant ces normes occidentales, le sport rompt les attaches à l'égard du terroir et risque de provoquer un véritable déracinement culturel. Réputé gratuit et désintéressé, le sport est une sorte de cheval de Troie du monde industriel susceptible d'envahir et de jeter aux oubliettes les valeurs inhérentes au jeu du patrimoine. Devant la séduction des spectacles sportifs, les tenants des autres cultures en viennent parfois à dévaloriser eux-mêmes leurs propres pratiques, notamment en Afrique dont il est question dans cette thèse. Le seul moyen de ne pas céder à la tentation hégémonique du sport occidental
est peut-être de dévoiler les potentialités socialisantes et la proximité des jeux traditionnels avec leur culture d'appartenance, leur culture mère. C'est la mission qu'entend poursuivre Pascal Alain Leyinda. En France depuis une quinzaine d'années, mais ayant de très fortes attaches au Congo-Brazzaville, ce docteur en sociologie-démographie, formé à la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université René Descartes Paris 5 la Sorbonne, France, choisit d'identifier les traits caractéristiques de la quarantaine de jeux pratiqués dans la société Nzebi au sud-ouest du Congo-Brazzaville. Ces jeux sont-ils le reflet de la culture de leur société d'origine? Par retour, peuvent-ils être un agent de socialisation à part entière? Pour répondre à ces interrogations, on ne peut se contenter de décrire vaguement le contexte de leur pratique et les caractéristiques sociales de leurs occupants, comme le font trop souvent les documents ethnographiques. Il faut avant tout repérer les traits de logique interne des jeux. Comment y joue-t-on? Y joue-t-on seul ou à plusieurs? Des équipes s'opposent-elles en miroir de façon symétrique comme en football, ou de façon dissymétrique comme en baseball? Ou alors chacun joue-t-il pour soi? Y a-t-il vainqueur et vaincu? Compte-t-on les points? Les rôles permutent-ils durant la partie? Le temps, l'espace interviennent-ils? Etc. Une véritable analyse structurale des jeux est nécessaire, et Pascal Alain Leyinda y consacre plus de 50% de l'ouvrage. 1 à 1, les traits pertinents de 40 jeux des peuples Nzebi sont passés au crible d'une fiche d'observation, construite et utilisée par Pierre Parlebas pour décrypter les jeux français du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il en ressort une présentation riche et exhaustive, sans aucun doute le point fort de cet ouvrage. Ce travail est une véritable mémoire vivante de ce qui se joue dans cette région frontalière du Gabon et du Congo-Brazzaville. L'auteur y ajoute parfois quelques précisions anecdotiques, signe qu'il maîtrise particulièrement bien ce qu'il décrit et qu'il a pratiqué ou fait pratiquer certains de ces jeux. De ces analyses dépend la possibilité de réaliser une sociologie à partir des jeux, pour reprendre l'expression si chère à Roger Caillois, fréquemment utilisée dans ce livre, et non plus simplement une sociologie à propos des jeux, comme le font trop souvent nombre de sociologues, d'ethnologues et d'anthropologues. 3 chapitres vont progressivement exploiter ce parallèle. Le chapitre 6 positionne les 40 jeux sur le simplex S3, classification des jeux sportifs de Pierre Parlebas qui représente une partition à 3 critères. Partenaire S, direct S, adversaire S, direct S et incertitude fournie par le milieu physique. On y observe la faible prise en compte de l'imprévisibilité de l'environnement. 90% de jeux se pratiquent dans un espace certain, et une tendance à valoriser l'antagonisme direct, 35% des jeux. Le chapitre 7 propose une approche comparative intéressante des jeux Nzebi et des sports dans leur rapport à l'espace, aux engins médiateurs de l'action, etc. La démarche ressemble ici à celle utilisée par Bertrand During dans son ouvrage « Des jeux au sport » 1984, comparant les jeux traditionnels européens aux sports modernes. Le chapitre 9 consiste à reprendre les éléments distinctifs du chapitre 7 en y ajoutant des valeurs quantitatives, pourcentage de jeux sans arbitre, pourcentage jeux avec espace délimité, pourcentage de jeux mixtes, etc., et en insistant davantage encore sur la présentation non hasardeuse de telles distributions. Pour agrémenter la discussion, Pascal Alain Leyinda utilise également les résultats de 30 entretiens réalisés in situ auprès de représentants et notables Nzebi. Un traitement préalable des entretiens est effectué au chapitre 8, sur la base de 44 sous-thèmes. L'indice de ressemblance des entretiens est de 69%, ce qui témoigne d'une forte homogénéité de réponse. Le discours des anciens tend à confirmer les données issues de l'analyse observationnelle. Les garçons, dont l'éducation se fait essentiellement dans le hangar, la maison des hommes, se socialisent vers l'opposition comme valeur distinctive, écrit Pascal Alain Leyinda, alors que presque tous les jeux des filles sont de type coopératif. La maison spéciale des hommes et la cuisine des femmes sont 2 sanctuaires contrastés, d'où la prégnance des jeux dissymétriques avec forte centralité, dont le seul dénominateur commun est l'aîné, qui abarre sur toute la communauté, d'où le foisonnement de jeux à un contre tous. Dans les chapitres 6 et 9, Pascal Alain Leyinda observe que près des 2 tiers des jeux analysés sont sociomoteurs. C'est plus qu'en sport.
Qu'est-ce que cela veut dire? 45% des sportifs sont de sexe féminin. Bien plus que chez les joueurs Nzebi. Qu'est-ce que cela peut signifier? Ces comparaisons ne servent pas tant à insister sur les clivages entre civilisations, qu'à mettre en exergue les particularités intrinsèques de chacune d'entre elles. Par exemple, les duels symétriques sont plus importants dans les jeux Nzebi, 27,5%, que les duels dissymétriques, 15%. Est-ce à dire que le peuple Nzebi privilégie une recherche d'affrontement en miroir, avec parfaite égalité des chances? En fait, si l'on compare ces résultats au sport, le point de vue va nous dévoiler une autre réalité. En France, 55% des sports sociomoteurs sont organisés sous forme de duels symétriques. Par contre, les duels dissymétriques sont quasi inexistants. À côté, les 27,5% de duels symétriques des jeux Nzebi font pâle figure, alors que la teneur en duel dissymétrique apparaît soudainement plus important. D'ailleurs, Pascal Alain LEYINDA ne s'y trompe pas. Il adjoint à chacune de ses présentations chiffrées une illustration comparée et commentée vis-à-vis du sport. Les défenseurs du sport ne prétendent-ils pas que le sport représente l'agent de sociabilité par excellence? Certaines différences tendent à renforcer l'idée si chère à Pascal Alain LEYINDA, selon laquelle, sur le plan des interactions sociales et des relations interindividuelles, le sport n'est pas le nec plus ultra du jeu. Cette sociologie à partir des pratiques corporelles invite en permanence le lecteur à croiser les répartitions des jeux Nzebi avec celles du sport moderne d'une part et à découvrir des indications sur l'organisation sociale de la culture Nzebi d'autre part. Ouvrant la porte à de multiples réflexions dans le domaine de l'ethnologie, ce livre fondé sur une analyse pointue de la culture et des jeux africains offre une possibilité de débouchés intéressants des travaux de praxéologie motrice. Caen, février 2008. Luc Collard. Professeur des universités. Université de Caen, France. Chapitre 1. Présentation générale, hypothèses et problématiques. Le jeu n'est pas seulement l'activité propre de l'enfant. L'adulte aussi joue et traduit dans ses jeux les caractéristiques de sa société, de sa culture, en même temps qu'il y investit l'ensemble des dimensions de sa personne. Bertrand During. 1. Hypothèses et problématiques. Nécessité d'une recherche sur les jeux traditionnels des peuples Nzebi du Congo-Brazzaville. L'homme ne saurait vivre dans un espace, environnement, observer ce qui s'y passe, sans chercher à comprendre ou même à expliquer les mystères qui entourent chaque phénomène social, culturel, politique et même économique. Notre recherche se propose comme ambition de donner du sens à un fait, un phénomène social, une pratique motrice qu'est le jeu traditionnel en rapport avec la culture congolaise. Le jeu est le parent pauvre de la recherche scientifique puisque longtemps mis hors jeu. Pour quelle raison? Nous ne saurons l'affirmer ici. La recherche dans le domaine des pratiques corporelles et notamment des jeux sportifs traditionnels en Afrique centrale en général et au Congo-Brazzaville en particulier, reste encore un champ relativement peu exploré. Il connaît une pauvreté d'études. Le jeu traditionnel est donc l'objet de notre étude. Ce choix s'explique par le fait que c'est bien dans un sentier abandonné, dans une rivière oubliée qu'il y a des vérités à trouver, puis parce qu'on sait qu'on ne sait pas, nous rappelle Marcel Maussin. Qu'est-ce qui se cacherait derrière ces pratiques considérées de futiles par le sens commun? Les instructions officielles de 1967 régissant la pratique professionnelle de l'enseignement de l'éducation physique désignent les jeux traditionnels sous le terme jeux présportifs. En France, ces dispositions institutionnelles sont relayées par un important courant de pensée animé par certains intellectuels qui postulent sans de profondes analyses scientifiques que les jeux traditionnels sont préparatoires au sport. Ces idées se sont répandues dans toute la sphère de l'éducation nationale, y compris au Congo-Brazzaville. Dans la forme d'enseignement diffusé au Congo-Brazzaville qui est l'une des anciennes colonies françaises, les programmes scolaires sont calqués ou puisés à partir de ceux de la mère patrie. Il était alors temps que ces pensées ou affirmations idéologiques soient remplacées ou relayées par une réflexion épistémologique, bien plus crédible. Parmi les différentes études et recherches scientifiques menées à propos des jeux sportifs, celles qui s'inscrivent dans la direction des présents travaux de recherche sont sans conteste celles de Pierre Parlebas. Elles ont mis à jour la science de l'action motrice.
Tout au long de notre démarche, nous puiserons dans les éclairages apportés par ces travaux. Dans notre ouvrage, nous analyserons les jeux pratiqués dans les pays Nzebi, un peuple se situant géographiquement dans le sud-ouest du Congo-Brazzaville à la frontière avec le sud-est du Gabon en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, de nombreuses recherches ont été menées avec comme objet d'étude les jeux traditionnels. L'exemple des jeux traditionnels dans les pays d'Ogon par Marcel Griault et plus récemment par certains autres jeunes chercheurs. Au Congo-Brazzaville, dans ce domaine, les données bibliographiques semblent ne pas être disponibles, encore moins celles concernant les jeux pratiqués par les peuples Nzebi qui sont l'objet de la présente étude. Ce secteur de recherche est considéré depuis des décennies par les politiques, les non-politiques et même par les universitaires et les chercheurs, comme sans intérêt majeur. Il est une flagrante réalité de constater aujourd'hui que dans le système éducatif congolais, il manque cruellement et honteusement l'enseignement des cours d'éducation culturelle, à savoir des langues locales, des jeux traditionnels, des mœurs et des coutumes du terroir. On oublie qu'à partir d'une telle forme d'enseignement, on réconcilierait la nouvelle génération avec ses racines et les coutumes de ses ancêtres. Jeux et culture en péril, l'extinction de l'identité d'une société. Force est de constater que la pénétration de l'influence coloniale dans tous les modes de vie, et notamment dans la sphère ludique, laisse des traces indélébiles dans la culture des communautés colonisées. Les jeux sont dans ces conditions la perpétuation d'une tradition, et le changement ou l'évolution d'une culture. Voilà une culture, sport, qui vient supplanter une autre culture, jeu traditionnel. L'école et les masses médias perpétuent les jeux importés, donc une culture étrangère venue d'ailleurs, qui provoque ou entraîne logiquement un changement ou une évolution dans la mentalité, les habitudes, bref dans la vie du petit indigène colonisé. Dans cette situation, le petit indigène colonisé se comportera indiscutablement comme un petit occidental en perdant bien entendu son identité et son essence dans sa manière même de vivre. Le modèle social véhiculé par cette nouvelle éducation ne correspond pas forcément à la culture de son environnement immédiat. Le fait de s'acharner et s'accaparer la culture du colonisateur ne mène-t-il pas le jeune colonisé vers un monde imaginaire non adapté à son environnement ? L'enfant qui joue ne s'identifie-t-il pas en confondant l'imaginaire au monde réel ? À force de se livrer exclusivement à ces pratiques ou à ces jeux venus d'ailleurs, véhiculant d'autres valeurs sociales très lointaines des valeurs culturelles plus proches de la réalité congolaise, l'enfant Nzebi ne finirait-il pas par s'imaginer être un petit occidental ? Un proverbe congolais dit « Quelle que soit la durée de vie d'un tronc d'arbre au fond d'un marigot, il ne se transformera jamais en crocodile. » C'est un rêve debout s'endormir dans un lit, une illusion qu'il se fait. Ce petit indigène colonisé, connaîtra-t-il cette habitation spéciale construite par et pour les hommes au centre du village ? Cette habitation que Claude Lévi-Strauss appelle « la maison des hommes » qui est un lieu sacré et dont l'accès est rigoureusement interdit aux femmes, comme chez les Bororo, un peuple du centre du Brésil. Dans cet état de choses, le petit indigène se dépersonnalisera, perdra son identité et se portera vers une autre réalité qui ne sera jamais la sienne. Marcel Mauss, dans un mémorable article sur les techniques du corps, nous rappelle que ce sont les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. Ces manières sont spécifiques à chaque société, elles ne correspondent pas forcément à toutes les sociétés. D'ailleurs, au Congo-Brazzaville, il n'existe pas encore une société congolaise, mais des sociétés congolaises. La société congolaise est en cours de construction. Ainsi, la Société des communautés Nzebi en est un des constituants de cette société congolaise, confrontée aujourd'hui à la disparition de son patrimoine culturel que sont les jeux traditionnels, au profit des jeux importés. Pour preuve de cette invasion culturelle ou de cette acculturation et à titre d'exemple, au Congo-Brazzaville les programmes d'éducation physique et d'autres disciplines sont calqués sur ceux des modèles occidentaux. Il y a une trentaine d'années, lorsque j'étais au cours préparatoire et moyen CPCM dans la cour de récréation, quand un élève prononçait un seul mot en sa langue maternelle, il était châtié par son maître. Comment peut-on à partir d'une telle politique sociale et éducative revendiquer l'authenticité et l'identité culturelle ? Cette politique est à peine mise en place et moins favorisée. Les modes de vie de manière générale, langage, proverbes,
rapports humains, tenues vestimentaires et autres pratiques sociales comme les jeux sont eux aussi systématiquement puisés à partir de ceux venus de l'Occident. En Afrique, les politiques nationales d'éducation semblent s'inscrire dans la logique de la pure imitation ou de la reconduction systématique et sans faille des modèles occidentaux. Dans le même temps, une campagne de dénonciation de ces mêmes modèles de société importés est orchestrée par les mêmes décideurs africains. Quel paradoxe! Certes, les hommes qui travaillent et qui transforment leur environnement s'orientent systématiquement vers la construction d'une société technologiquement moderne. Il n'y a pas au monde un seul peuple qui ne voudrait pas améliorer ses conditions générales de vie. Disposer d'une société vraiment moderne et adaptée à sa propre réalité est un désir de tous. Cela voudrait-il dire que cette transformation ou cette évolution devrait se faire en supplantant systématiquement des modèles sociaux et des modes de vie existants? Est-ce pour autant abandonner ces pratiques ancestrales qui ont fait de nos sociétés ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? La tendance vers le modernisme trouve aussi un certain nombre de contradictions dans sa phase exécutoire pour des raisons historiques, techniques, mais surtout culturelles. C'est le remplacement d'une culture par une autre. Une forme d'acculturation qui ne dit pas son nom, et peut-être un métissage des modes de vie ou de culture. Il semble qu'il y a là une dichotomie qui persiste entre la tradition et le modernisme, qu'il faille appréhender avec réalisme et surtout avec objectivité. Ne serait-il pas plus judicieux de se servir de ce passé et mettre sur pied des mécanismes qui tiendraient scrupuleusement en compte les réalités sociales et culturelles locales existantes? Le modèle social caractérisé par la recherche systématique de la domination, de la victoire en Occident est actuellement confronté à une résistance d'implantation dans les pays du Sud et notamment africains, pour le simple fait que les réalités culturelles locales ne sont pas prises en compte dans cette évolution ou dans ces changements. Vouloir imposer ou s'imposer ce modèle de société standardisée, normée aux sociétés de compromis culturel et social pose un réel problème. Dans les sociétés modernes où sont pratiqués les sports, il n'y a pas ou peu de compromis. Certes, l'égalité des chances qui reste un objectif ou une finalité en Occident, y est prônée. Dans cette société où tout est standardisé, c'est l'exploit du plus fort, le champion le plus adroit, le plus agile, celui qui court le plus vite, celui qui saute le plus haut, celui qui gagne et qui est valorisé et porté au plus haut, c'est le vainqueur, le dominant. C'est la société de la gloire, du record et du profit. Dès que ces vertus disparaissent, le pratiquant ne compte plus et n'y est plus considéré. C'est le modèle social du dominant et du dominé qui est mis en valeur. À partir de l'étude des jeux traditionnels qui sont des pratiques de compromis, nous pourrons à coup sûr arriver à montrer quel type de modèle social véhicule ces pratiques d'une lointaine tradition. Peut-être pourrons-nous mettre à nu l'organisation sociale de leur communauté d'accueil. Nous pensons pour notre part qu'il faut mettre en place une politique qui se réconcilierait avec les traditions et les réalités des hommes, dans un monde en évolution. Dans la mesure du possible, l'enfant congolais devrait d'abord rester congolais avec sa culture. L'école de la nation congolaise indépendante devrait avoir pour première mission de perpétuer la culture traditionnelle congolaise dans toute sa diversité. D'ailleurs, le but de la structure scolaire, c'est-à-dire de l'éducation, est entre autres l'épanouissement de l'homme au sein des structures sociales. Tout ceci dans et avec la réalité du milieu social local. Dans une telle perspective, l'école congolaise qui est le berceau de l'éducation se doit de s'intéresser de près ou de loin à la culture locale, dont les jeux traditionnels. Le recours à l'authenticité n'est pas nécessairement un retour au sous-développement, mais plutôt un appui qui permettrait d'aller vers un progrès économique, social et culturel à partir des éléments authentiquement socioculturels, qu'il faudrait techniquement transformer. L'exemple de ce chef de gouvernement africain, qui dans sa politique générale devant le Parlement de son pays affirmait entre autres « La politique de mon gouvernement s'inscrit dans la revendication, la valorisation de notre identité culturelle et l'affirmation de notre authenticité ». Alors que dans les jardins de la résidence de ce même chef de gouvernement, sont construits une piscine faite du béton, un court de tennis en matière synthétique, des balançoires et autres terrains de jeu faits de matière empruntée du génie de la haute technologie. Plus troublant est le fait que les enfants de ce chef de gouvernement décideur ne connaissent et ne prononcent même pas un seul mot ou une seule phrase en langue locale ou du terroir, encore moins, ne savent même pas pratiquer un seul jeu traditionnel.
Savent-ils d'où ils viennent? Connaissent-ils leur histoire ou leurs coutumes? Paradoxale est une telle attitude de ces politiques africains. Est-ce en condamnant le modèle social occidental par des intentions ou par des vœux pieux d'une part, et en le reconduisant ou en le reproduisant systématiquement d'autre part que la valorisation de cette authenticité et de cette identité se fera? Une jeunesse formée d'une culture étrangère et qui ignore complètement sa propre culture flotterait et serait condamnée à rechercher perpétuellement son identité. Cette culture traditionnelle contient en son sein forcément un modèle social et culturel plus adapté. La culture ludique des peuples Nzebi du Congo-Brazzaville, une expression sociale originale. Le jeu traditionnel, tel qu'il se pratique, est lié au mode de vie des hommes dans une société donnée. Il est une question de culture dans laquelle le pratiquant s'intègre avec profit. Après leurs travaux de chant, de pêche ou de chasse, les Nzebi vaquent à un certain nombre d'activités ludiques pendant leur détente dont les sens sont diversifiés. Elles peuvent être pour les paysans un moment récréatif, de contrôle social et de partage du fruit du jour ou alors des moments d'expression de leurs coutumes et de leurs traditions. Cette forme de détente est particulière parmi tant d'autres, parce que toutes les communautés humaines n'ont pas la même façon de jouir de leur temps de détente. Ces communautés n'ont pas non plus les mêmes façons d'exprimer les coutumes de leurs ancêtres. Pour les enfants, ces moments de détente peuvent paraître comme de grands moments d'activité intense au cours desquels ils se construisent tant physiquement que moralement, mais surtout socialement. Des moments où ils perpétuent les modes de vie, les valeurs, les coutumes, les mœurs, bref, la tradition de leurs ancêtres. Tout en jouant, ils pratiquent leur tradition en réalisant quelque chose d'utile pour eux-mêmes. En jouant, ils respectent les normes, les règles, les lois de la société dans laquelle ils vivent. Pour les jeunes garçons, ils seront toujours amenés à pratiquer plus les jeux de l'extérieur à la cuisine ou loin de la maison familiale dans la forêt, loin du village, à la place du village, dans le hangar, lieu de prédilection des hommes et d'éducation des jeunes garçons. Ces jeunes garçons qui doivent être préparés à la virilité. Ils seront les garants de la tradition et les gardiens du village. Pour les jeunes filles, les jeux sont pratiqués dans un milieu plus fermé ou proche de l'habitation familiale. Ces jeux sont très souvent pratiqués dans ou près de la cuisine familiale ou derrière la maison. Dans tous les cas, ceux-ci sont pratiqués non loin de l'habitation familiale et très souvent à côté de la mère qui par ces jeux, modèle l'éducation de sa fille. Cette fille qui sera demain l'exemple de la vie dans le village, celle qui sera la source de vie du village. Cette fille, femme de demain, qui apportera à manger aux hommes installés dans la maison des hommes. Par le jeu, le jeune Nzebi apprend à intégrer et à s'imprégner du milieu qui l'entoure. C'est ainsi que l'enfant congolais, dès l'âge de 5 ans, s'adonne à beaucoup d'occupations ludiques qu'il improvise, imite à l'image des adultes, des aînés. Il n'y a vraiment pas de leçons formelles et instituées à son endroit, et à cet effet. Il est très rare de rencontrer un adulte dans un village qui ne soit pas passé par des activités ludiques qui font de lui un grand récolteur de vin de palme, un pêcheur de poissons par la nasse, par le filet, un chasseur à piège par filet ou un grand conteur de proverbes et d'histoires, etc. Par les jeux, l'enfant congolais est directement plongé dans la vie active pour laquelle il se prépare minutieusement. Pour l'enfant Nzebi du village, l'environnement écologique et immédiat est une espèce de ludothèque. Chaque objet naturel et culturel pour lui est non seulement une découverte, mais une expérience ludique. Partout dans le bois, dans ou au bord du marigot, dans le champ, sur des sentiers, sous un palmier, dans une prairie, dans une savane, dans un hangar ou dans une cuisine, l'enfant trouve des thèmes significatifs. Il apprend à jouer avec des brindilles, des feuilles de bananier, de la terre, des noix de coco et de palme, du sable, divers fruits, etc. Par ces diverses expériences, l'enfant aiguise son imagination. Il exprime ou perpétue les traditions de ses ancêtres, ses modes de vie, les normes de la société dans laquelle il vit. Mais que constatons-nous actuellement? Le domaine des jeux et de la culture ne suscite aucune convoitise, il n'attire presque pas grand monde. D'ailleurs, ce domaine est qualifié de sous-domaine par le sens commun. Combien de fois la pratique des jeux ou des sports chez les Nzebi est considérée comme un véritable passe-temps et véritable distraction et surtout sans intérêt pour l'homme. Les idées reçues sont répandues partout si bien que dans tout le pays, tous ceux des étudiants qui choisissent les filières dans le domaine du sport et notamment de l'enseignement de l'éducation physique,
professeurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs et même chercheurs, sont qualifiés d'avoir choisi la facilité et la filière des non-intelligents. Cette discipline scolaire et universitaire souffre du manque de notoriété et de considération intellectuelle. Celle-ci est reléguée au second plan. Les pratiques corporelles ne sont-elles pas les témoins de la culture d'une société ? Ces techniques du corps, comme les définit le socio-anthropologue Marcel Mauss, ne font-elles pas intervenir les différentes dimensions de la personnalité de l'enfant ? Dans son séminaire sur les jeux, sport et société, Pierre Parlebas nous enseigne par exemple que les conduites motrices peuvent intervenir sur le développement foncier ou complet de l'enfant. Il montre comment elles sollicitent toutes les dimensions de sa personnalité, biologique, cognitive, affective, relationnelle, décisionnelle et expressionnelle. La dimension biologique, toutes les données organiques, l'anatomie, la physiologie, du corps humain peuvent être influencées par l'action motrice. Combien de fois les biologistes et autres médecins conseillent-ils à leurs patients la pratique du sport qui régule la circulation du sang, ou encore à un malade qui vient de subir une opération chirurgicale afin de reprendre ses forces en effectuant de temps en temps une petite marche ? De même, ils sont aussi d'avis que la pratique régulière d'une activité physique, sport ou jeu, assure un bien-être physiologique et anatomique du corps. La dimension cognitive. Par l'action motrice, l'enfant mobilise ou sollicite son intelligence. Il se construit par l'activité, pendant laquelle il bâtit et développe en son sein différentes stratégies. Par exemple, lorsqu'au basket-ball une équipe met en place une défense individuelle, l'équipe adverse adapte elle aussi un dispositif favorable afin d'y faire face. Par ces conduites, l'enfant met en place ou adopte une intelligence psychomotrice lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'une action en isolé, soit une intelligence sociomotrice lorsqu'il s'agit d'une action ou d'une activité en interaction avec les autres, opposition avec adversaires ou coopération avec partenaires. La verbalisation ou le langage n'a pas le monopole de l'intelligence. Les pratiques techniques mobilisent elles aussi la capacité cognitive de l'enfant qui n'est pas exclusivement réservée qu'aux activités verbales. La dimension affective. La dimension affective est la clé de toute conduite motrice. En effet, l'enfant a un désir de faire mieux ou de s'affirmer. L'émotion et le plaisir ressentis ont une place de choix pendant la conduite motrice soit par le pratiquant, soit par le spectateur. Le spectacle produit par les acteurs est tellement important et beau à voir, que la motivation des uns et des autres est grande. Combien de fois les sélectionneurs des équipes nationales ont-ils fait des choix sur tel et tel autre joueur pour constituer une sélection nationale, en tenant compte des performances des joueurs, mais aussi des aspects affectifs, c'est-à-dire subjectifs ? Par exemple, lorsque le joueur X et le joueur Y jouent dans la même équipe, les résultats sont meilleurs. La dimension relationnelle. Le corps communique avec un autre corps sans le langage. La mise en jeu du corps passe par des engins, des accessoires ou par des objets de médiation. Au tennis, par exemple, la communication entre joueurs se fait par la manipulation des raquettes à partir desquelles le joueur oriente la trajectoire de sa balle. Les jeux traditionnels et les sports sont un terrain de prédilection des communications et des contre-communications motrices où foisonnent différentes interactions, entre partenaires et contre adversaires. Le comportement des uns modifie celui des autres sur un terrain de jeu. Donc les joueurs communiquent entre eux. Il se crée par des interactions positives ou négatives une foison de relations, par coopération ou par entraide d'une part et par opposition ou rivalité d'autre part. La dimension décisionnelle. Elle intervient lorsque le sujet jouant est amené à prendre une décision lors d'une tâche motrice, par exemple en situation d'incertitude liée à l'environnement physique. Un joueur qui navigue dans un courant d'eau se doit de prélever l'information, de la décrypter et de prendre une décision contre le courant aquatique. De même, la dimension expressionnelle du sujet est susceptible d'être influencée par une pratique motrice. Au Congo, en même temps que ce domaine des pratiques corporelles, des jeux et des sports souffre d'une sorte de ségrégation intellectuelle, il est aussi confronté à une évolution rapide et vertigineuse des progrès de la science et de la technologie, dans une société congolaise alors traditionnelle, dépourvue d'écriture et d'archives. Dans la société des peuples Nzebi, l'oralité et l'imitation ont été les seuls moyens mis en œuvre et en valeur pour la transmission des modes de vie et de certaines coutumes, dont les jeux. Ils sont transmis soit de père en fils, soit d'oncle à neveu, de grand-père à petit-fils,
autrement dit, d'une génération à une autre en vue de leur conservation et de leur pérennité. Ainsi, ne prônerait-on pas consciemment ou inconsciemment le retour aux valeurs ancestrales qui sont source de richesse? Quelle est la valeur sous-jacente de ces pratiques corporelles? La signification de telles pratiques est sans doute plus profonde et échappe au contrôle des pratiquants eux-mêmes et celui des déclarations du sens commun. Il ne se limite qu'à tout ce qui est superficiel et visuel. Le jeu est-il un héritage génétique, inné ou alors le résultat d'une éducation sociale et culturelle profondément apprise et acquise? Ce jeu peut-il mettre au grand jour ou à découvert les caractéristiques susceptibles de révéler la culture de la société dans laquelle il est pratiqué? Les jeux traditionnels s'avèrent être finalement des techniques du corps. Lorsque nous analysons la définition proposée par Marcel Mauss, il est plus qu'évident que ceci représente bien un élément fondamental pour la connaissance de la culture d'une société. Nous pouvons sans conteste affirmer qu'à l'étude profonde des caractéristiques des jeux traditionnels, nous pouvons de façon traditionnelle savoir comment les pratiquants de ces jeux savent se servir de leur corps. Le jeu pour l'enfant Nzebi du village est tout un univers favorable et captivant. Bien que ne disposant pas de jouets savamment industrialisés, les enfants du village se contentent bien de tout ce qu'ils fabriquent avec comme arsenal d'objets servant à pratiquer tel ou tel jeu. Ils ont par ce fait une imagination très fertile et savent donner du sens à leur pratique. Activité principale et fondamentale dans la vie de l'enfant Nzebi, mais aussi de l'adolescent, et phénomène de société, le jeu sportif traditionnel constitue tout un univers où il apprend à se construire. Il apprend à être autonome, à coopérer avec autrui, à maîtriser son corps, ses émotions, à se dominer, à se surpasser, à découvrir, à s'assumer, à assumer certains rôles et certaines tâches, à développer son esprit d'initiative et de créativité. Pour l'enfant, le jeu est aussi un lieu d'apprentissage des modes de vie proches de ses coutumes. L'enfant acquiert certaines facultés de locomotion, d'exploration et d'exploitation de son environnement. Il apprend en jouant, se façonne et se fabrique grâce à sa capacité d'entrer en interaction avec les autres et avec son milieu social. Le jeu régit ses rapports aux objets, au temps, à l'espace et au respect des règles et des normes de la société dans laquelle il fait ses premiers pas. Tout ceci joue un rôle dans son développement psychologique, biologique, mais surtout social. Abondant dans le même ordre d'idées, dans son ouvrage intitulé La crise des pédagogies corporelles, Bertrand During stipule que dans les jeux traditionnels s'ajoute à la dimension cognitive, toute une richesse affective. L'amitié, l'hostilité peuvent s'exprimer au fur et à mesure des échanges, des alliances qui se nouent et se défont, puisque la règle ne leur impose souvent aucune stabilité. 4. Poursuit-il. Pour montrer la place qu'occupe le jeu dans la vie des enfants et que tout peut disparaître sauf l'intérêt que ces derniers portent sur le jeu, Charles Beart cite l'ethnologue Marcel Griaule qui postulait qu'une révolution abattrait des cathédrales, mais qu'on ne voit pas comment elle empêchera des enfants de jouer aux billes. Le monde technique et scientifique risque d'occasionner l'écroulement du monde traditionnel, de ses vérités, de ses valeurs et de ses richesses sociales et culturelles. La liaison entre les notions culturelles des jeux traditionnels du Congo, notamment des peuples Nzebi et la logique sociale externe, doivent nous permettre de mieux comprendre cette société. Les jeux ont aussi une fonction de socialisation pour des enfants qui y pratiquent, tout comme le sport a une fonction sociale. D'ailleurs, Norbert Elias dans son ouvrage intitulé Sport et civilisation stipule qu'on ne peut étudier le sport sans étudier la société. 5. Une colonisation masquée, ou vers une évolution des pratiques sociales et culturelles? Dans les sociétés occidentales, avec l'organisation des compétitions sportives à l'échelle mondiale comme les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football, les championnats d'athlétisme, etc., tous les pays du monde ne peuvent s'en passer. Les médias et la mondialisation restent le facteur de diffusion privilégié par lequel le sport atteint presque toute la planète. C'est une forme de mondialisation et de planétarisation du sport. Les valeurs exprimées par la pratique de ces jeux sportifs sont bien étudiées et prouvées. Ces sports révèlent bien dans leur pratique quotidienne un modèle social présent dans la mentalité, dans le comportement, bref dans la culture occidentale. C'est la culture du record, celle de la compétition, de la performance, de la victoire, du gain et du résultat, la culture du modèle démocratique, de liberté d'expression, de l'égalité des chances. Un modèle selon lequel tout le monde a le duel,
et donc l'esprit de compétition en tête. Quel duel? Celui selon lequel tous les acteurs sont dans les mêmes conditions de départ et ont le même statut. C'est le duel dit symétrique. La quasi-totalité des sports collectifs est caractérisée par ce type de modèle plus proche ou plus adapté à la culture occidentale. Le modèle social initié est véhiculé par les sociétés occidentales par l'intermédiaire de la pratique de différentes activités physiques, c'est-à-dire par le sport. Est-il adapté à toutes les sociétés? Dans la société congolaise d'aujourd'hui, la scolarisation d'une part et l'urbanisation d'autre part, moulées par l'industrialisation, participent ou ont participé au mouvement d'acculturation dans lequel se sont amorcés ou s'amorcent des changements sociaux. Les genres de vie se sont modifiés, les activités et les mentalités ont évolué. Les nouvelles générations ne savent plus d'où elles viennent et comment se servir de certains objets anciens dans leur vie quotidienne. Les pratiques anciennes sont abandonnées, au profit de nouvelles techniques corporelles que les sociétés industrielles leur inculquent par l'intermédiaire d'un système de médiatisation très sophistiqué. L'institution scolaire et les médias sont à l'origine de la rupture avec la tradition. Les enfants de sexes différents sont traités de la même façon au nom de l'égalité des sexes. Ils sont plongés dans une nouvelle forme de pratique tant sociale que culturelle. Les caractères ethniques sont mis en veilleuse. Les valeurs ancestrales, les coutumes, les mœurs, les modes de vie, les jeux et autres techniques corporelles s'écartent du traditionnel cadre familial. Les jeux de récréation, football, handball, volley-ball et autres sports pratiqués dans nos écoles en lieu et place des jeux traditionnels ne seraient-ils pas le reflet de cette acculturation? Le jeune garçon ne connaît plus le chemin du hangar des hommes, endroit sacré où doit avoir lieu par le jeu une bonne partie de son éducation. Ce hangar pour lui est remplacé par des lieux publics où sont organisées de grandes compétitions sportives. La jeune fille quant à elle ne connaît plus où se trouve la cuisine, endroit où doit être façonnée une bonne partie de son apprentissage par sa maman et les femmes du village. Elle passe en longueur de journée le temps à jouer avec des garçons de son âge loin de la maison familiale. Ces nouveaux modes d'expression imposés par le fait de la mondialisation ne sont-ils pas une forme de colonisation culturelle masquée? De nos jours, le constat est sans ambiguïté. La pratique dans la société congolaise des activités motrices réglementées ou codifiées, sous forme compétitive, dans un cadre institutionnel bien défini, un espace élaboré, standardisé et artificiel, des instruments et des moyens sophistiqués et adaptés, des programmes scolaires conçus à souhait, une vulgarisation bien assurée par un système de médiatisation, des budgets nécessaires, relèvent du fait colonial et de l'industrialisation. Constitue-t-elle la seule et unique forme d'éducation par l'action motrice ou par l'activité physique, pour atteindre les objectifs visés par l'école? À savoir, l'épanouissement de l'enfant, sinon préparer l'enfant à être adulte. Par ailleurs, cela constitue semble-t-il un renoncement de l'Afrique à ses valeurs traditionnelles, mais aussi en une reconversion par la science et la technologie à l'ordre nouveau, qui est celui des sociétés avancées. N'y a-t-il pas là une disparition d'un ordre social établi, au profit d'un autre modèle de société qui se veut universel et globalisant? Devenue pratique courante chez des enfants et des adolescents, ces activités dites modernes déclassent ainsi certaines pratiques corporelles dont les jeux traditionnels. Pour autant, ces derniers sont originalement et culturellement adaptés à la société en présence et à partir de laquelle ceux-ci peuvent se reconnaître. Aujourd'hui, il n'existe pas au Congo-Brazzaville un seul village enclavé ou non dans lequel des enfants et des adolescents ne jouent pas du pied une forme de ballon. Celui-ci est fait soit de feuilles de bananier, soit de chiffon enroulé par une ficelle, ou alors en plastique, sur un espace plus ou moins délimité en forme de rectangle avec 2 buts. Un jeu qui s'apparenterait au football. Ce qui se fait bien évidemment au détriment des pratiques issues de leur tradition. Le sport devient alors une marchandise, un produit qu'il faut coûte que coûte consommer. Dans un récent ouvrage intitulé La crise des pédagogies corporelles, Bertrand During fait remarquer que le jeu n'est pas seulement l'activité propre de l'enfant. L'adulte aussi joue et traduit dans ses jeux les caractéristiques de sa société, de sa culture, en même temps qu'il y investit l'ensemble des dimensions de sa personne. 1. En outre, par la pratique exclusive au Congo des activités physiques institutionnalisées, c'est-à-dire des activités empruntées d'autres cieux,
quand et comment la traduction des traits culturels caractéristiques de la société ou de la communauté dans laquelle elles sont pratiquées serait-elle possible? Comme toute nation, le Congo précolonial et même actuel a aussi ses particularités culturelles et sociales pouvant servir de référence aux nouvelles générations. Pourquoi ne peut-on pas envisager une intégration dans le système d'enseignement, et notamment au cycle primaire, des activités physiques correspondantes à la société dans laquelle elles sont enseignées? C'est-à-dire enseigner aussi aux enfants et aux adolescents des activités corporelles plus proches de leur culture d'origine, de façon rationnelle. On observe ainsi et passivement la progressive extinction des jeux traditionnels anciens, au profit de nouveaux modes d'expression corporelle qui sont des pratiques corporelles venues d'autres cieux. Le remplacement de l'ancien original par le nouveau, d'un modèle social par un autre, des traditionnels jeux de Nzango, Congo, le Munga, diverses appellations du jeu de Nzango du nord au sud du Congo, plus proche de la culture congolaise, par les modernes jeux de football, de volleyball, handball, basketball plus normés, élaborés et réglementés. Ceci n'est-il pas un indice de cette préjudiciable disparition, et une perte d'identité ou de reconnaissance d'un peuple ou d'une communauté encore plus de sa culture? Que deviendrait une telle société sans ses valeurs? Une société qui abandonnerait ses pratiques corporelles traditionnelles, c'est-à-dire sa culture au profit de celle des autres? Un proverbe Nzebi, ethnie du sud-ouest du Congo-Brazzaville, dit qu'une femme qui porte les habits des autres est une femme nue. Les enfants issus des sociétés dites en développement ne seraient-ils pas mieux adaptés aux pratiques corporelles, dont les jeux traditionnels, plus proches de leur culture d'appartenance? Au regard de ce qui précède, peu ou presque pas d'intérêt est accordé à l'existence, à l'importance et au rôle que peuvent et doivent jouer les pratiques et traditions corporelles et culturelles exhibées par des enfants, des adolescents et même par des adultes. Elles sont parmi leurs activités quotidiennes, donc elles aussi révélatrices de traits pertinents de la culture de leur communauté d'accueil. Analyser différents aspects socioculturels possibles de la vie des peuples Nzebi, dans cette partie de l'Afrique ayant un rapport avec le jeu. La culture locale, la fabrication des objets et le rapport au matériel, le rapport à l'espace, au temps, ainsi que la présence et les rapports aux autres, la place de la femme ou de la jeune fille et du jeune garçon, le rapport à l'environnement avec son incertitude nous permettrait de comprendre le mode de fonctionnement de ces peuples et sans nul doute nous éclairer sur l'organisation de la société dans laquelle ces pratiques sont jouées. Dans les sociétés modernes ou occidentales, la pratique des activités exprime un modèle social démocratique, devenu modèle social tendant à s'universaliser. Ce qui se fait en analogie avec leurs pratiques culturelles, dont le sport et les jeux où foisonnent des duels symétriques mettant tous les acteurs dans des conditions identiques. Les réseaux de communication de ces pratiques sont tous stables, normés et réglementés. Il y a autant d'adversaires que de partenaires du début d'une partie à la fin. Un joueur ne peut être à la fois partenaire et adversaire. L'égalité des chances y est fortement exprimée. C'est la principale valeur mise en jeu par ce type de pratique. Quel que soit le niveau des joueurs au départ, les enjeux sont exposés de la même façon pour tous les participants. Les équipes en jeu ont le même nombre de joueurs sur le terrain. L'arbitre applique les mêmes règles avec la plus grande équité pour les deux équipes. Le nombre de joueurs remplaçants est le même pour les deux équipes selon les règles et selon le type de compétition ou de rencontre. Celles-ci sont appliquées de la même façon pour tous les joueurs. Bref, tout l'univers de jeu est standardisé dans des milieux stables et fortement normés. Ce sont des pratiques qui, par cette standardisation, réglementent les conduites motrices des pratiquants. La recherche de la compétition, de la performance, du triomphe, de la gloire, de la réussite et du gain est permanente et de rigueur. Le comportement ou les conduites motrices de l'homme sont alors hautement stéréotypés dans un environnement rigoureusement artificiel, construit, conditionné. La tendance à imiter aveuglement les sociétés avancées, à nier totalement, et à répudier sa propre culture, devant cette progressive et agressive occidentalisation culturelle qui détruit plus qu'elle ne remplace ses valeurs ancestrales traditionnelles est ni plus ni moins la forme la plus cruelle d'une acculturation sauvage et d'un déracinement culturel évident et certain. La valorisation de l'univers ludique des enfants et adolescents par des activités culturelles, dont les jeux traditionnels, serait une forme de conservation et de pérennité d'un patrimoine socio-culturel pour se redonner une identité et une reconnaissance.
Loin de nous l'idée de vouloir nous enfermer dans un passé révolu, car l'industrialisation est irréversible et la mondialisation indispensable. Ce qui est encore fondamental, c'est d'innover, de se servir ou de s'inspirer de ces pratiques du passé, de cette riche histoire pour y puiser les principes directeurs d'une vie nouvelle afin de bâtir l'avenir. Autrement dit, il ne s'agit pas de voir avec nostalgie un temps passé, mais de réinventer la culture ludique traditionnelle en l'adaptant aux besoins actuels et à la réalité de nos jours. Que donne l'image d'un couple constitué par deux cultures, un métissage culturel qui est une richesse. L'étude des jeux traditionnels en rapport avec la culture congolaise saura sans nul doute nous guider dans cette direction. Au Congo-Brazzaville, un État de l'ancienne Afrique équatoriale française, AEF, il semble cependant que de telles études n'ont jamais été entreprises. Pourtant, elles auraient permis de cerner le caractère social et culturel de ces techniques du corps, que sont les jeux sportifs traditionnels, pour emprunter l'expression de Marcel Mauss. Les jeux traditionnels des peuples Nzebi ne s'inscrivent-ils pas dans cette lignée des techniques du corps ? C'est-à-dire une voie d'accès et privilégiée à l'étude des rapports sociaux et de l'organisation sociale de ces peuples ? Ces jeux qui sont un univers non relayé médiatiquement, ne sont-ils pas l'expression de la culture congolaise dans une certaine mesure ? Existe-t-il des similitudes ou des divergences entre le modèle social de type institutionnel exprimé par la pratique des différents sports et celui dit non institutionnel exprimé par la pratique des jeux traditionnels ? Que nous révélerait une telle comparaison ? Nous fera-t-elle apparaître une identité ou une disparité entre ces deux phénomènes, sport et jeux traditionnels, une ressemblance ou une dissemblance entre les deux types de pratiques ? Jeux traditionnels Nzebi, reflet de la culture ou de la société Nzebi du Congo-Brazzaville ? Pourquoi le choix d'un tel sujet ? Plusieurs raisons nous ont conduits à choisir ce sujet de recherche sur les jeux traditionnels des peuples Nzebi, en relation avec leur culture d'appartenance. Ce que Pierre Parlebas désigne par ethnomotricité, qui n'est autre selon l'auteur que le champ et nature des pratiques motrices envisagées sous l'angle de leur rapport à la culture et au milieu social au sein desquels elles se sont développées. 6. Que révélerait la connaissance de la maison spécifique des hommes, hangar, interdite aux femmes dans la culture Nzebi ? Qu'est-ce qui est sous-jacent à ces pratiques corporelles qui sont une forme d'expression sociale issue d'une culture traditionnelle ? Tout d'abord, nous avons perçu qu'à un moment où le monde se modernise sur tous les plans, économique, politique et socioculturel, en Afrique noire, notamment au Congo-Brazzaville et chez les Nzebi en particulier, les traditions apparaissent toujours comme de grandes normes de conduite des hommes en communauté. Encore faut-il savoir quelles sont les caractéristiques sous-jacentes de ces pratiques traditionnelles. La mise en jeu de telles activités corporelles dans leur environnement naturel suscite-t-elle des modes spécifiques de communication entre pratiquants ? L'usage des matériaux locaux anciens et recueillis dans un milieu authentique, le rapport des pratiquants aux objets, à l'espace et au temps font-ils apparaître un type d'organisation sociale à l'heure où le modèle social occidental semble s'arroger le droit de s'installer dans toutes les sociétés ? Enfin, le thème est paradoxalement nouveau dans la recherche. Là, il y aurait matière à réflexion, à savoir et à connaissance. L'idée que les jeux sont puérils et sans utilité est alors une idée erronée, sans sens et sans enjeu. Les assertions selon lesquelles, à partir des jeux, on ne peut pas obtenir d'une part des indications de l'époque à laquelle ils ont été pratiqués et d'autre part des informations sur l'organisation sociale et culturelle de leur société d'accueil, sont une idée qui ne tient pas debout. Cette idée s'effondre sans résister comme un morceau de sucre dans un verre d'eau. Plusieurs études nous affirment que dans les sociétés occidentales à partir de la pratique des sports, puisée de la culture occidentale, le modèle social véhiculé est basé sur la victoire, la domination, la recherche du gain et du profit. Ces pratiques traduisent la volonté de la victoire absolue. La culture du duel sous plusieurs formes y est prônée et valorisée. Le sport est la culture de l'homme blanc et de la société occidentale. Quel modèle de société véhicule-t-il ? Correspond-il à toutes les sociétés ? Les jeux traditionnels qui sont aussi une culture, c'est-à-dire une autre façon de vivre dans la société Nzebi, sont confrontés à cette invasion culturelle des jeux modernes. Quelles sont les valeurs véhiculées et sous-jacentes à cette forme de pratique ? Que révélerait par exemple la connaissance de la maison spéciale des hommes dans la culture Nzebi ? Autrement dit,
Quelle est la signification sociale du jeu traditionnel sous l'angle de la culture Nzebi? Les présents travaux essaient de combler cette importante lacune dans le domaine de la recherche en sciences sociales. Ainsi, la démarche méthodologique suivie consistera dans un premier temps à exploiter une documentation sur les travaux d'ingénieux théoriciens des jeux et des pratiques corporelles, anthropologues, ethnologues, sociologues, enseignants et historiens, qui ont posé des bases et ouvert le champ dans ce domaine de recherche. Après avoir observé un corpus d'une quarantaine de jeux traditionnels dans leur environnement, et questionné une trentaine de notables et d'anciens dans 2 zones géographiques de la région du Nyari forestier habitée par les peuples Nzebi, nous nous appuierons par la suite sur la théorie de la science de l'action motrice, dite théorie moderne des jeux ou praxéologie motrice. Cette théorie nous permettra de faire une modélisation de la structure des jeux, avant de mettre sur pied leur classification selon des critères observables et pertinents bien précis. Nous terminerons cette partie par une approche comparée de la structure des jeux traditionnels étudiés et celle des sports, 2 modèles de société en présence. Y a-t-il des similitudes ou des divergences, des ressemblances ou des dissemblances? Car Pierre Parlebas nous enseigne que l'identité d'un phénomène c'est sa distinction, sa différence avec d'autres phénomènes. La dernière partie de notre recherche rendra compte de toute cette expérimentation des travaux de terrain, et finalement tentera de répondre à notre principal questionnement sur les jeux traditionnels étudiés en rapport avec la culture locale. Les jeux traditionnels sont-ils dans leur structure le miroir ou le reflet de la société Nzebi, culture dans laquelle ils sont pratiqués? Autrement dit, à partir des jeux étudiés peut-on obtenir des éléments réfutables, mesurables, quantifiables et objectivables de l'organisation sociale de la société Nzebi? Chapitre 2 – Méthodologie. La connaissance approfondie des systèmes d'interaction sociale, de réseaux de communication motrice et contre-communication motrice, des rapports avec autrui, au temps, à l'espace et à l'univers des objets d'une part, et d'autre part des rôles sociomoteurs, des structures, de systèmes de règles. La logique interne des jeux et des sports permettrait de décrypter et de comprendre l'organisation sociale et la pertinence de toutes ces pratiques corporelles en relation avec leur culture d'appartenance. Pierre Parlebas. 1. Apport des connaissances antérieures sur les pratiques corporelles. Pour cerner notre thème de recherche après avoir émis différentes hypothèses et établi quelques questionnements, il a fallu tout de suite procéder à l'exploitation des travaux scientifiques sur la question des jeux. Des travaux qui traitent des pratiques corporelles, notamment des études sur les jeux africains. Ce cadre de référence théorique dans cette démarche nous a conduit à la découverte des travaux d'éminents chercheurs européens, africanistes ou africains, sociologues, anthropologues, ethnologues, linguistes, enseignants et historiens. Dans des sujets aussi divers que variés, ils ont posé des bases d'études dans le domaine des pratiques sociales et culturelles existant chez certaines communautés africaines sous plusieurs angles. Parmi ces travaux, citons l'ethnologue Marcel Griault-Set, qui déjà dès 1938 étudiait les jeux Dogon du Mali, et Charles Beart qui lui, a enquêté et étudié en 1960 quelques jeux ouest-africains à partir desquels il met à découvert certaines caractéristiques socio-culturelles de ces peuples d'Afrique et énonce une sociologie des peuples africains à partir de leurs jeux. Ces travaux sont apparus pour nous une source de référence indispensable et un passage obligé pour notre démarche. Ce sont des précurseurs. La découverte des travaux de Norbert Elias, Éric Dening, Sport et civilisation, La violence maîtrisée, Claude Lévi-Strauss qui pendant son expédition au Brésil a étudié les modes de vie des peuples Bororo, Marcel Mauss, Techniques du corps, qui stipule que les techniques du corps sont spécifiques à chaque société. Les travaux de Bertrand During, Luc Collard, différents séminaires enseignés dans le cadre du LEMTAS, Laboratoire d'études des méthodes et techniques de l'analyse sociologique dirigé par le professeur émérite Pierre Parlebas, laboratoire devenu aujourd'hui GEPECS, Groupe d'études pour l'Europe de la culture et de la solidarité, puis quelques mémoires de recherche et d'autres écrits sur les jeux sportifs traditionnels nous ont également édifiés sur la manière d'aborder ce thème assez original et novateur. 2. Connaissance d'autres travaux sur différentes formes d'organisation sociale. L'analyse de quelques documents sur différentes formes d'organisation sociale et sur les jeux sportifs traditionnels africains en particulier est apparue aussi indispensable.
Le mérite de ces chercheurs a été d'étudier, d'expliquer, de décrire les jeux africains, et d'établir des rapports socioculturels au sein de ces mêmes peuples. Ils ont tour à tour tenté de comprendre les différentes formes d'organisation sociale au sein de ces sociétés africaines. Georges Dupre 8 a expliqué pour sa part comment se présente l'organisation sociale, culturelle, politique, et même économique des peuples Nzebi, Congo et Bembe au sud-ouest du Congo-Brazzaville, dans le cadre d'une étude menée sous l'égide de l'ORSTOM, Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer. ALLAYAO François a fait l'étude des jeux sportifs traditionnels ivoiriens Afrique de l'Ouest dans un travail de mémoire de DTE en sciences sociales, sociologie, Université René Descartes Paris v Sorbonne en 1989. Récemment en décembre 1994, Mohamed Ould Salek 9 a présenté et soutenu une thèse de doctorat de 3e cycle en sciences sociales, sociologie, à Paris 5, sur le sujet « Les Jeux sportifs ouest-africains, une ethnomotricité originale ». 3. Aperçu critique sur la conceptualisation, le jeu. Le jeu défini par HUIZ, INGA et Kaiwa. Dans un cadre plus général et descriptif, Johan HUIZ INGA 10 et Roger Kaiwa 11 ont été parmi les premiers à proposer une définition du jeu. La définition du jeu par Johan HUIZ INGA. Pour HUIZ INGA, il s'agit d'une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le joueur. Une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité, qui s'accomplit en un temps et en un espace expressément circonscrits se déroule avec ordre selon les règles données en suscitant dans la vie des relations de groupe. Le jeu, une action libre, l'auteur définit le jeu d'abord comme étant une action libre. Les jeux traditionnels que nous avons étudiés nous confirment cette assertion. En effet, si nous nous basons sur la décision prise par les joueurs eux-mêmes de pratiquer une activité ludique, cette action est bien libre, dans le sens où c'est un choix individuel. Personne n'est contraint de jouer. De plus, les joueurs débutent et arrêtent de jouer la plupart du temps à leur gré. Le jeu pris comme obligation perdrait sa valeur divertissante et par là même sa fonction première. Le jeu est une action libre, au sens où jouer, c'est accepter les règles qui vont définir ce jeu. La liberté réside dans l'acceptation du jeu et de ses règles. Jeu, action fictive située en dehors de la vie courante. HUIZINGA souligne ensuite l'univers du jeu en ce qu'il marque une différence et même une absence avec la réalité de la vie courante. Jeu est imaginaire, il n'y a rien de réel dans le jeu. Soyons prudents dans cette affirmation. Dans son ouvrage intitulé Les jeux et des hommes, Roger Kaiwa stipule que ce qui s'exprime dans les jeux n'est pas différent de ce qu'exprime une culture. L'expression d'une culture n'est-elle pas une réalité dans la connaissance d'une société ? Si l'univers ludique opère selon HUIZINGA une distinction avec la réalité, par sa légèreté affichée, il n'en demeure pas moins, dans beaucoup de cas, une représentation miniaturisée de la réalité. La vie courante et le domaine des jeux sont excessivement liés. Pour le cas qui nous concerne, des études ont montré qu'à partir de l'analyse des jeux d'une société, nous pouvons appréhender le mode de vie ou d'organisation de la dite société. Par exemple, les duels symétriques dans différents sports collectifs, tous les joueurs des deux camps étant dans des conditions identiques, sont une analogie avec le modèle social démocratique aujourd'hui dans les sociétés industrialisées où les différents acteurs partent tous avec les mêmes chances. Ce modèle social démocratique n'oriente ou ne réglemente-t-il pas la vie courante dans les sociétés occidentales de nos jours ? Le jeu dénué de tout intérêt matériel et de toute utilité. Si c'est un élément essentiel ou majeur du jeu défini par cet auteur alors, on ne peut plus parler de jeu, par exemple pour les jeux du hasard dont l'intérêt majeur ou principal est bien l'aspect matériel. Aujourd'hui, lorsqu'on observe tout l'arsenal technologique qui entoure l'organisation des différents jeux, olympiques, Coupe du monde de football et autres, il serait indécent de confirmer que le jeu est dénué de tout intérêt matériel, sauf si cette catégorie des jeux ne fait pas partie des jeux dont il est question selon HUIZINGA. Une telle conception sur le jeu est à l'opposé de la vérité. Comment comprendre le manque d'utilité du jeu selon l'auteur, lorsqu'on sait que l'enfant ne peut s'en passer ? Le jeu ne contribue-t-il pas à l'épanouissement foncier de l'enfant ?
À partir du jeu et de tout ce qui s'y rattache, ne peut-on pas comprendre le fonctionnement d'une époque donnée? Par les objets utilisés, les dialectes ou langues utilisées, par la façon dont le temps est géré, par la façon d'entretenir des interactions entre participants. Les règles, le temps et l'espace du jeu. Nous épousons par ailleurs l'idée de l'auteur sur cet aspect, car les règles d'un jeu sont aussi les témoins d'une reproduction des normes et des contraintes de la vie quotidienne. D'ailleurs, la logique interne d'un jeu fondé sur la base de ces règles induit des comportements et des interactions qui caractérisent les rapports entre différents acteurs. Le temps pendant lequel le jeu se pratique et l'espace dans lequel est pratiqué le jeu sont des éléments fondamentaux. Le matin, le soir au coucher du soleil, dans la journée ou la nuit au clair de lune sont des moments pendant lesquels se pratiquent des jeux pour diverses raisons. Tout jeu est circonscrit dans l'espace et dans le temps. La définition de Roger Caillois. Pour Roger Caillois, le jeu se caractérise comme étant une action libre, séparée, incertaine, improductive, réglée, fictive. Action libre, comme HUIZINGA, il abonde dans le même sens. En effet, le jeu se pratique librement. C'est une action séparée dans le sens où cette activité est circonscrite dans le temps et dans les limites d'un espace bien précis et fixé à l'avance. Cela illustre bien ce qui se passe dans la pratique des jeux que nous étudions. Ils se pratiquent dans un temps T pour telle ou telle raison, à tel ou tel endroit, dans un buisson, une clairière, dans une forêt, à la place du village, sur la pente d'une colline, dans un cours d'eau, dans une cour de récréation, dans le hangar des hommes ou dans la cuisine. Une activité improductive, dans le sens où le jeu ne produit pas de richesse. Jeu, activité réglée, pour Roger Caillois, tout jeu est régi par des règles. Les joueurs acceptent d'entrer dans le jeu à partir du moment où ils acceptent ces règles. Ces règles sont respectées et confèrent au jeu toute sa valeur. Elles sont une condition suffisante et nécessaire au bon déroulement du jeu. Il est impossible de les contester, c'est bien la logique interne des jeux qui lui donne un sens. Enfin, le jeu comme activité fictive. Selon Roger Caillois, le jeu tranche avec la réalité. Or, nous ne reviendrons pas sur ce point, du fait que notre opinion n'abonde pas dans ce sens. À partir de ces définitions, Roger Caillois établit une répartition, mieux une classification des jeux selon les critères suivants. Eigon, tout jeu de compétition, course, lutte non réglée et l'athlétisme. La boxe, le billard, l'escrime, le football, le jeu d'échecs et de dames. Aléa, tout ce qui est comptine pile ou face, les paris, les loteries simples, composées ou avec report, bref, tout ce qui est jeu de hasard, casino. Mimicry, ce sont les imitations enfantines, le masque travesti, poupée, panoplie, théâtre et tout ce qui est art du spectacle en général comme les carnavals. Ilinx, balançoire, valse, tournis enfant et manège. Attractions foraines, ski alpinisme, voltige. 4. De quel jeu s'agit-il dans notre recherche? De tous les jeux définis par Johan HUIZINGA et Roger Caillois, où se situent les jeux que nous étudions dans notre recherche? Nulle part et partout ailleurs. Situons-les. Les pratiques corporelles que nous étudions sont donc celles où le mouvement intervient dans leur pratique. L'action motrice y est pertinente et même fondamentale à la pratique, et celle-ci se trouve au centre de l'action. Ces activités ne sont reconnues par aucune instance sociale, du genre fédération, ligue régionale, nationale, etc. Cet univers ludique n'est pas relayé médiatiquement et n'est subordonné par aucune contrainte financière. Ce sont des pratiques corporelles qui ne connaissent pas le chronomètre et l'élastique, ni la barre en acier ou l'éponge qui amortit les chutes comme au saut à la perche. Ces pratiques ne savent pas ce que c'est la piste en matière synthétique avec ses couloirs bien tracés et bien délimités. Ces pratiques corporelles ignorent ou valorisent moins le record, le gain, la victoire et l'exploit. Elles sont indifférentes à la notion du profit économique. L'uniforme dans la tenue vestimentaire n'existe pas. Ce type d'activité laisse très souvent la gestion du temps et de l'espace à la libre décision des pratiquants. Pour pratiquer ces jeux, le joueur n'a pas forcément besoin de mettre sur lui une tenue vestimentaire officiellement reconnue et homologuée par une instance sociale. D'ailleurs, ces dispositions réglementaires et institutionnelles sont inconnues lors de ces pratiques. Elles sont très souvent enracinées dans une longue tradition culturelle et ne sont pas consacrées par des instances institutionnelles douces. Pour le déroulement des jeux, les pratiquants n'ont pas besoin de tout un cérémonial d'ouverture ou de clôture.
100% du matériel utilisé pendant ces pratiques est recueilli très souvent de la végétation et du milieu environnant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.